Bien que cela puisse paraître perturbant, Homo sapiens, autrement dit vous et moi, n'est qu'une des nombreuses espèces du genre Homo, les humains. Selon le registre fossile, il semblerait que les premiers humains seraient apparus vers 2,8 millions d'années avant notre ère. Ceci notamment grâce à la découverte du fossile LD351, un morceau de mandibule très endommagé qui aurait appartenu à Habilis ou Rudolfensis, étant donc le plus vieux spécimen d'Homo découvert. Et depuis l'apparition des tout premiers humains, chaque nouvelle espèce semblait suivre un certain schéma, se rapprochant lentement de la morphologie de Sapiens. Pendant ce temps, la technologie de nos ancêtres ne fit que se perfectionner. Toutefois, en 2015, une toute nouvelle espèce fut découverte en Afrique du Sud. Une espèce qui bouleversa tout ce que nous savons sur l'évolution de notre lignée. Bien qu'étant l'une des espèces les plus récentes, elle semble tout droit sortie d'une capsule temporelle, arborant des caractéristiques que l'on ne retrouva que chez nos plus lointains ancêtres. Elle était très différente de l'homme moderne, avec qui elle aurait coexisté d'ailleurs. Or, ceci n'est qu'un des nombreux mystères entourant cette créature. Qui donc était cet étrange cousin ? Eh bien, laissez-moi vous présenter Homo naledi, aussi appelé l'homme des étoiles. À l'heure actuelle, cette espèce ne fut retrouvée que dans une région d'Afrique, et pour être plus précis, au sein d'une seule caverne, la caverne des étoiles. Ce réseau de grottes est d'ailleurs particulièrement difficile d'accès, et cela prit plus de 2 décennies aux scientifiques pour l'explorer entièrement. Du coup, comment Naledi, un humain primitif, put accéder à cet endroit alors que les chercheurs avec de l'équipement moderne n'y arrivèrent qu'après plusieurs années? Ça commence bien, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. En effet, le plus important fut ce qu'on y retrouva. Non pas un, mais plus de 15 squelettes différents, aussi bien hommes et femmes qu'adultes et enfants, le tout exceptionnellement bien conservé. Ainsi, avec plus de 1500 ossements récupérés lors de la première expédition, nous avons une assez bonne idée d'à quoi ressemblait notre étrange cousin. De plus, ceci permet une datation assez précise, indiquant que ces spécimens auraient vécu entre 335 000 et 236 000 ans avant notre ère, au Pléistocène moyen. Des dates qui, ironiquement, coïncident avec l'apparition de l'homme moderne. Certes, ces ossements nous en ont appris beaucoup sur eux, mais cela souleva plus de questions que de réponses. Nous n'avons aucune idée d'où les placer sur l'arbre du genre humain, ni même à quelle espèce ils sont apparentés. Car oui, on peut dire qu'ils ne font pas leur âge, mais dans le mauvais sens du terme. Ils possédaient en effet une anatomie très particulière, un mix de caractéristiques des humains tardifs, tels que Sapiens et Néandertal, et d'autres typiques des tout premiers humains. Commençons en douceur avec le plus flagrant, leur taille. Ceci étant bien plus petit que Sapiens, mais aussi qu'Erectus. La taille moyenne des adultes découverts serait d'1,43 m avec aucune différence notable entre hommes et femmes. Ils étaient plutôt fins, les rendant donc assez légers, avec un poids moyen estimé à 40 kg, 35% de moins qu'un sapiens moyen. Cela fit de Naledi la seconde plus petite espèce d'homo à l'époque, après notre hobbit de Flores. Or, ce dernier était une espèce endémique d'une île indonésienne, ayant probablement subi le phénomène de nanisme insulaire. Ainsi, contrairement à Floresiensis, Naledi vivait sur le continent, rendant leur petite taille difficilement explicable. Curieux, mais ce n'est qu'un début. Pour les paléoanthropologues, ce qui commença à les titiller n'était pas leur petite taille, mais leurs mains. Pour être plus précis, leurs mains en elles-mêmes semblaient assez récentes, possédant un poignet avancé et un pouce assez robuste, des traits que l'on retrouve plutôt chez Néandertal et Sapiens. Cependant, ces autres doigts étaient très différents, étant très longs et recourbés, des traits plutôt primitifs observés chez les espèces encore semi-arboricoles, telles Habilis. Encore pire, ces mains auraient été encore plus efficaces pour grimper que celles de nos grands-parents eux-mêmes, les Australopithèques. Il s'agissait d'anciens hominines auxquels aurait appartenu Lucie et qui étaient encore assez inféodés aux arbres. De plus, outre les mains, la cage thoracique, les épaules et le pelvis de Naledi étaient tout aussi primitifs. Tout ceci combiné amena les paléanthropologues à penser que ces humains auraient gardé un mode de vie semi-arboricole, une écologie très différente des autres espèces récentes, et ce malgré leurs poignets et leurs pouces.
Il a été proposé que cela aurait pu compenser leur petite taille en les aidant à se protéger des prédateurs de la savane. Bon, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi cette espèce donna des nœuds au cerveau scientifique. Et ce n'est pas fini, car bien qu'ils aient des mains adaptées à la grimpe, leurs jambes, elles, étaient celles d'un marcheur. Ils possédaient de profondes attaches pour les muscles du fémur, une linea aspera développée, une large rotule, un long tibia et un péroné assez fin. Tous ces éléments indiquent donc qu'en plus d'être bons grimpeurs, ces humains étaient 100% bipèdes et capables de marcher sur de longues distances. Et bien que leurs mains étaient très différentes des nôtres, leurs pieds, eux, étaient identiques. Ceci leur aurait donc permis de marcher aussi bien que vous et moi. Tout ceci souleva de nombreuses questions. Après tout, ce n'est pas comme si cet humain n'avait pas évolué pendant 2 millions d'années, car il possédait des caractéristiques très proches de Sapiens. Mais des hypothèses assez intéressantes furent proposées, assurant que leur environnement, l'Afrique du Sud, jouait un rôle majeur dans leur drôle d'évolution. Cette région était particulièrement sèche, encore plus depuis la grande aridification de l'Afrique, transformant les forêts tropicales en vastes savanes et forçant les hominines à s'adapter. Naledi aurait donc subi ce milieu très instable, le forçant à migrer lors des pénuries. Certains scientifiques proposèrent que leur corps aurait été très utile pour grimper aux rochers, ceci grâce au site où ils furent découverts. Mais entre grimper un arbre et une façade rocheuse à pic, ce n'est vraiment pas la même histoire. Enfin, on ne retrouva aucun objet d'origine humaine dans la caverne, indiquant qu'il ne devait pas s'agir d'un lieu de vie. Le mystère s'épaissit. Et pour en rajouter une couche, Naledi possédait aussi des dents très particulières pour un humain, ce qui à ce stade n'est plus très étonnant venant de sa part. Bien que très petites, elles étaient recouvertes d'un émail assez épais, ce qui contredit tout ce que nous savons de notre lignée. Car oui, au cours des 3 millions d'années de notre existence, l'émail des humains semblait lentement s'amincir. En plus de cette caractéristique assez primitive, il avait aussi des molaires renforcés, typiques des espèces d'humains archaïques, et assurant une grande durabilité à ces dernières. Malgré leur résistance, la plupart des individus retrouvés avaient des dents en piteux état. Ceci, couplé à leur forme particulière, amena les paléontologues à penser que Naledi, bien que bon grimpeur, aurait passé le plus clair de son temps au sol. Et pas juste pour marcher ou voyager, non, littéralement par terre. En effet, les marques d'usure sur leurs dents suggèrent la consommation d'aliments recouverts de saleté ou de terre, tels des tubercules ou des racines par exemple. Ils auraient donc passé de nombreuses heures par terre à grappiller le sol. Ce qui est sûr est qu'ils avaient une hygiène dentaire déplorable et qui traumatiserait n'importe quel dentiste. Un autre élément cocasse serait que malgré l'aspect primitif de leurs dents, l'insertion de ces dernières dans la mâchoire serait quant à elle très proche de Sapiens. Donc, récapitulons. Vous avez une espèce d'humain assez récente, vivant à la même époque que les premiers sapiens, mais toujours très bon grimpeur, qui avait des dents très primitives, une très bonne faculté à marcher et courir, et qui avait une alimentation basée sur des aliments couverts de saleté. Pas évident. Quant à leur comportement, eh bien, comme vous vous en doutez, son cerveau était tout aussi étrange que son corps. Il diffère de tout ce que nous savons sur nos cousins et ancêtres. Évidemment, au vu de la taille du corps, son cerveau était relativement petit, le cerveau moyen d'un Naledi mesurant dans les 465 à 610 cm3. En d'autres termes, la moitié du nôtre, et comparable à celui d'un bébé. Mais contrairement à Homo floresiensis, qui lui aussi était très petit, la masse du cerveau par rapport à la masse du corps reste assez faible, signifiant qu'il n'aurait pas été le couteau le plus affûté du tiroir. Alors, c'était peut-être vrai, mais il y a un hic. Voyez-vous, là où la plupart des humains archaïques avaient un petit cerveau assez simple, celui de Naledi était étrangement similaire à celui de Néandertal, ou même de Sapiens, en termes de structure. On nota des lobes temporaux et occipitaux bien développés, un resserrement post-orbital peu prononcé et un lobe frontal quasiment similaire au nôtre. Comme on pouvait s'y attendre, ceci choqua les chercheurs, car ils se demandèrent si au final, ils n'avaient pas face à eux une espèce très intelligente, et ce malgré la petite taille du cerveau. Avec une telle complexité, il est possible que ce petit gars ait pu vivre en société organisée, avoir un langage complexe, ainsi que produire des outils avancés. Malheureusement, avec un seul site à disposition, difficile de savoir de quoi son cerveau était capable, car aucun artefact ne fut découvert dans la grotte des étoiles. Ce qui est fou quand on y pense,
Des milliers d'os d'Homo naledi, mais pas un seul outil retrouvé. Donc leur degré d'intelligence reste un mystère. Toutefois, il existerait des indices indirects montrant que cette espèce aurait atteint l'équivalent de l'âge de pierre moyen. En effet, ils auraient été les seuls humains ayant vécu dans la région du Highveld à l'époque. Or, on y retrouva des artefacts humains du même âge. Certains pensent même que Naledi aurait été un vrai petit génie, au vu du lieu de sa découverte, la fameuse caverne. Cet endroit est en effet particulièrement difficile d'accès. On parle de pentes raides, de parois presque verticales et de cavités si étroites que seules des personnes très fines y ont accès. Donc oui, difficile de se figurer comment notre petit homme découvrit et utilisa cette fameuse caverne. Certains proposèrent que des Naledi y entreposaient leur mort et grâce à leur talent pour la grimpe et un mode de communication complexe, ils purent se faufiler à travers les boyaux de cette grotte. Un véritable exploit, sachant à quel point les scientifiques ont galéré pour s'y rendre. Et si en effet des Naledi amenaient des morts à cet endroit précis, cela prouve qu'ils avaient une société complexe. Ceci aurait accessoirement été le plus ancien site funéraire humain, le tout premier cimetière. Un tel comportement indique donc qu'avoir un petit cerveau n'est pas forcément signe de stupidité. Bon, du coup, qui était cet homme des étoiles ? Après avoir passé en revue leur morphologie et leur comportement, il est probable que vous soyez encore plus confus qu'au début de la vidéo. Pour tout vous dire, les paléanthropologues eux-mêmes sont un peu perdus. Il existe cependant 4 théories. La première serait qu'ils auraient divergé des humains plus basaux entre la fin du Pliocène et 9000 ans avant notre ère, et que nombre de leurs caractères seraient des convergences évolutives avec Sapiens. La seconde hypothèse propose que, au vu de certains traits primitifs, leurs ancêtres auraient fait des enfants avec des australopithèques tardifs, donnant naissance à une nouvelle espèce hybride. Et les deux dernières seraient que Naledi aurait été soit l'espèce sœur d'Homo heidelbergensis, soit celle d'Homo erectus. Ceci fut proposé en se basant sur certaines ressemblances avec ce dernier, du moins en ce qui concerne la boîte crânienne. Une chose est sûre cependant, ces drôles de cousins sont particulièrement mystérieux, même pour une espèce d'humain, et nous ne pouvons qu'espérer trouver d'autres éléments pouvant nous aider à résoudre cette énigme. Donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose à rajouter les concernant directement, car aucun autre élément pouvant clairement indiquer leur niveau technologique, leur mode de vie ou leur comportement ne fut découvert à ce jour. Avoir de si beaux fossiles, mais aucun autre élément, fut terriblement frustrant pour les chercheurs. Toutefois, il est clair que leur vie était tout sauf agréable. Commençons par l'éléphant au milieu de la pièce. Les spécimens présents dans la caverne montrèrent que la vie était particulièrement cruelle avec eux. Nombre d'entre eux seraient morts de pathologies liées à un milieu très rude. Pour être plus précis, les dents indiquent de nombreuses carences, celles-ci pouvant être attribuées à des hivers ou des étés particulièrement brutaux. Car oui, il y a 300 000 ans, notre planète était bien plus froide qu'aujourd'hui. Ainsi les hivers devaient être particulièrement difficiles à endurer, surtout vu que Naledi était assez chétif. Et même aujourd'hui, les Sud-Africains sont sujets aux fameux virus de l'hiver, tels la grippe, les bronchites et les bonnes vieilles gastro des familles. Et histoire d'en rajouter une couche, les chercheurs pensent que les grands prédateurs africains, tels les lions, hyènes et léopards, auraient couramment attaqué des Naledi isolés. La seule bonne nouvelle serait la quasi-absence de fossiles de carnivores autour de la caverne des étoiles. Il semble très peu probable qu'Homo naledi était un super prédateur, donc il fut proposé que ce soit lié à la région elle-même. Celle-ci était particulièrement aride et isolée par rapport au reste de l'Afrique du Sud, donc les grands prédateurs auraient plutôt habité des régions plus riches en gibier potentiel. Et bien que cet environnement servît de barrière face aux carnivores, cela aurait peut-être été la cause de leur extinction. Comme dit plus tôt, bien que ce fût le seul endroit où on trouva des Naledi, la caverne n'aurait pas été un lieu de vie. Les corps des défunts auraient juste été entreposés là. Cette grotte n'aurait été que la témoin de l'enfer que devait leur faire vivre cet environnement instable et pauvre en ressources. Et malheureusement pour notre petit homme singe, il n'arriva pas à migrer, à s'échapper de cette cruelle région. Qui sait, peut-être parce que d'autres humains occupaient déjà toute la place.
D'après ce que nous savons, il semble que nos étranges cousins ne vécurent pas bien longtemps, n'ayant existé qu'une centaine de milliers d'années. Mais comme toujours, peut-être que d'autres fossiles nous permettront d'en découvrir un peu plus sur le mystérieux homme des étoiles. Bon les amis, je crois que je vous ai fait assez patienter, qu'il est l'heure de passer à du lourd, à de véritables forces de la nature. Rendez-vous en décembre pour découvrir les deux plus puissantes créatures que la Terre ait jamais portées. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.